OK. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la division cellulaire. Alors, la dernière fois qu'on était ensemble, on avait parlé des différentes structures dans la cellule et maintenant, on parle un peu plus au sujet des fonctions de la cellule. Alors, une des fonctions de la cellule, c'est la division cellulaire. Par contre, les cellules vont remplir d'autres fonctions comme la respiration, la production de l'énergie, la construction des molécules, l'élimination des déchets, contrôler les conditions internes, répondre à l'environnement externe, juste pour nommer quelques-uns. Par contre, une des fonctions essentielles, une des fonctions les plus importantes de la cellule, c'est de créer d'autres cellules. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont créer d'autres cellules et comment est-ce qu'ils le font? Alors, aujourd'hui, vraiment, on parle de le pourquoi. Et la prochaine fois qu'on se réunit ensemble, on va parler un peu plus de le comment de la division cellulaire. Mais ici, on parle de le pourquoi de la division cellulaire. Alors, avant qu'on commence, je veux juste mentionner, on a à côté ici deux différents exemples de comment les cellules se divisent. Alors, ici, on a le méiose. La méiose, c'est ce qui va se produire quand on est en train de faire la reproduction sexuée, qu'on va discuter un peu plus tard dans cette présentation. Mais essentiellement ici, on va créer des cellules qui vont avoir la moitié de l'ADN que la cellule parentale. Et on a aussi la mitose. Alors, la mitose, c'est ce qu'on va discuter la prochaine fois qu'on est ensemble. Et la mitose, ça va créer deux cellules filles qui sont exactement génétiquement identiques à la cellule parentale. Et ça, on va discuter la prochaine fois qu'on est ensemble. Mais sachez juste pour vous démontrer les différentes façons que les cellules peuvent se diviser. Maintenant, pourquoi est-ce que les cellules vont se diviser? Les cellules divisent pour permettre aux organismes de réparer les dommages, de se reproduire et de se croître. Alors, la division cellulaire pour la réparation. Alors, chaque seconde, des millions de cellules de votre corps meurent ou sont blessées. Alors, on sait ça déjà, on a des coupures, les cloques, des fractures d'eau, tout ça, ça va faire quelque chose à nos cellules, ça mène à le fait qu'on a des cellules qui sont blessées. Et donc, on va créer constamment des nouvelles cellules pour remplacer les cellules qui sont perdues. Un autre exemple, c'est que tu as les globules rouges qui durent seulement 120 jours. Alors, chaque 120 jours, vous avez besoin de remplacer vos globules rouges qui sont effectivement morts en 120 jours. Un autre exemple, c'est pour ceux et celles qui jouent de la guitare. Vous avez des callosités qui se produisent sur vos doigts après que vous jouez ou quand vous jouez beaucoup de la guitare. Et ce qui est en train d'arriver, c'est de la division cellulaire. Alors, on a les cellules de notre peau qui sont en train de mourir, qui sont remplacées avec la division cellulaire. Presque toutes les cellules dans votre corps sont remplacées environ chaque 7 ans. Alors, tous les 7 ans, vous avez vos cellules sont complètement remplacées pour que tu aies presque essentiellement une nouvelle personne. Il y a quelques exceptions et plus notablement, c'est les cellules cérébrales ou nerveuses, les cellules qui sont dans ton cerveau qui ne se remplacent pas aussi rapidement. Ça prend très, très longtemps. Il y a quelques-uns qui ne se divisent pas. Les neurones, les cellules de votre cerveau sont très compliquées. Mais pour 10e année, on va dire que pour la plupart, ils ne se divisent pas, ils ne se reproduisent pas. Ça, c'est juste un exemple intéressant de qu'est-ce qui arrive quand que tu te fais mal. Alors, il y a des différentes phases que va passer, par exemple, si tu reçois une coupure, tu vas passer à travers ces phases pour réparer le peau qui est blessé. OK. La division cellulaire est aussi utile pour la reproduction. Alors, les cellules utilisent la division cellulaire pour se reproduire. Il y a deux formes de reproduction, ce que j'ai mentionné au début de la présentation. On a la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Alors, la reproduction asexuée, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un seul parent et la progéniture est la copie génétique exacte du parent. Alors, ils sont identiques à la fin. Et ça, c'est ce qui se passe dans la reproduction asexuée. Normalement,
on va voir la reproduction asexuée quand on parle dans le monde d'unicellulaire. Alors, les bactéries, comme on va voir plus tard, la reproduction asexuée, c'est comment les cellules de ton corps se reproduisent. Mais on peut aussi voir la reproduction asexuée, ça veut dire un seul parent qui va créer un autre, une fille ou un organisme fille ou garçon, qui va être génétiquement identique. OK? Et voici quelques exemples des organismes multicellulaires qui sont capables de faire la reproduction asexuée. OK. Un exemple, c'est quand on parle des différentes plantes. Alors, si vous faites de jardinage à la maison, vous avez peut-être observé qu'il y a cette espèce de bouturage. Alors, tu peux découper une plante et tu peux la planter. Et après un certain montant de temps, tu vas avoir une autre plante au complet qui va commencer à se former. Et ça, c'est un type de reproduction asexuée. Alors, c'est juste, tu as pris la plante, tu l'as plantée dans le sol et éventuellement, tu vas avoir une autre plante au complète qui va se produire à cause de la reproduction asexuée. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la fragmentation. Alors, dans la fragmentation, si tu découpes un organisme en parties, après un certain montant de temps, tu vas avoir chaque partie va former un organisme au complet. C'est vraiment intéressant. On voit ça chez quelques différents organismes, mais surtout les planaria. Alors, les planaria sont une espèce de ver plat, okay, they're a flatworm, qui vit dans l'eau douce. Ils sont souvent trouvés dans les aquariums. Alors, si vous avez un aquarium à la maison, c'est possible que vous avez déjà eu les planaria. C'est pas vraiment bon pour votre aquarium parce que les planaria sont des carnivores. Normalement, ils vont manger des déchets, ce qui peut être bon pour ton aquarium, mais parce qu'ils se reproduisent par fragmentation, ils sont capables de se multiplier assez rapidement et ils attaquent souvent les autres animaux, surtout les crevettes qui sont dans l'aquarium. Alors, tu ne veux pas ça. Ce qui est encore intéressant, c'est que leur muqueuse contient un toxin qui peut paralyser le victime. Alors, ça, c'est encore intéressant. Alors, un planaria est capable de nager à travers un crevette et il ne nage pas, mais de bouger à travers le crevette pour mettre le muqueuse qui va la paralyser et puis ils vont manger la crevette. Alors, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, vous pouvez aller voir. C'est un peu dégueulasse, mais intéressant quand même. À cause du fait que les planaria sont capables de se reproduire avec la fragmentation, ils ont été souvent étudiés par les différents scientifiques qui tentent de comprendre mieux qu'est-ce qui arrive quand ils vont se reproduire. Alors, voici quelques images qui sont les images des différentes études, des vraies études qui étaient capables de faire croître deux différentes têtes sur la même planaria, même autant que 4 têtes sur la même planaria, qui est assez cool, mais un peu dérangeant. Aussi, on a cette espèce de bourgeonnement. Alors, ça c'est un autre animal qui est souvent trouvé dans les aquariums, un hydre. Et avec bourgeonnement, ce qui va arriver, c'est que tu vas voir un bourgeon qui va apparaître et ça va croître. Alors, tu vas voir la reproduction qui s'arrive dans les cellules de cet organisme. Et finalement, tu vas avoir un clone qui va se détacher et ça va être identique à l'organisme parental de cet organisme. Régénération. Okay? Alors, il y a certains organismes comme certains lézards qui sont capables de faire régénérer des membres. Et vous avez un exemple ici. Ça prend du temps et c'est pas tout à fait la même qu'auparavant, mais ça fonctionne assez bien. Même les êtres humains sont capables de faire régénérer certaines choses, comme le peau, comme la foi. Alors, c'est pour ça que tu es capable
de donner un partie de ton foie à quelqu'un d'autre, c'est parce que ça va se régénérer. Encore, dans le cas de la régénération, normalement, ce qui va être régénéré n'est pas tout à fait la même en termes de fonction qu'auparavant, mais ça marche pas mal bien. J'ai aussi inclus cette image de Spider-Man avec le lézard. Parce que pour ceux et celles qui sont des partisans, vous saurez que c'est un scientifique qui a tenté de faire régénérer un de ses membres comme les lézards, mais ça n'a pas fonctionné. Alors nous, les êtres humains, ne sont pas capables de régénérer un membre, un bras, un jambe, comme font les lézards, mais on est encore capable de se régénérer dans d'autres façons. OK, la division cellulaire pour la reproduction sexuée. Alors, il y a 2 parents impliqués dans la reproduction sexuée et chaque parent va donner un gamète. Alors, un gamète, c'est le nom donné à une cellule qui a la moitié de l'ADN qu'une cellule normale, disons, de cet parent. Alors, les gamètes se combinent pour former un progéniture. Alors, tu reçois un gamète qui a la moitié de l'ADN de chacun de tes parents. Ça te forme en tant que personne, en tant qu'organisme qui se reproduit en manière sexuée. Et donc, le progéniture va hériter les caractéristiques des 2 parents. Et quand on parle au niveau de la théorie évolutionnelle, c'est une bonne chose d'avoir 2 parents et un moitié de l'ADN parce que ça fournit la diversité de l'ADN qui est bon, ça nous rend plus capable dans l'environnement. Ça, c'est juste une autre image de comment ça fonctionne. Alors, la reproduction asexuée, tu as les organismes unicellulaires, certaines cellules qui sont capables de se reproduire et on va voir comment ça arrive dans les cellules la prochaine fois qu'on est ensemble. On a aussi les hydres, comme j'ai déjà dit, avec bourgeonnement. Alors, tu as quelque chose qui se produit à côté et ça va détacher à un moment donné. Et on a les différentes plantes qui font encore un peu de la même façon qu'on avait vu. Alors ici, ça c'est la reproduction sexuée. Tu as le père qui donne un N. Alors tu vois que ça dit 2 N et on va discuter ça un peu plus tard, mais c'est plutôt pour les années qui s'en viennent. Mais tu as un N, alors ça c'est la moitié. Chaque personne a 2 N, un de ta mère et un de ton père. Le père, ça donne N, la mère, ça donne N, l'embryone, ça va avoir 2 N, et ensuite tu vas avoir un bébé qui est né avec 2 N en termes de cellules. OK, la division cellulaire pour la croissance de l'organisme. Alors, moi, on avait commencé comme un seul œuf fécondé. Et maintenant, nous sommes de milliers de milliards de cellules. Alors, on sait peut-être que les organismes ont besoin de grandir et pour grandir, ils doivent créer d'autres cellules. Nous ne sommes pas des grandes cellules, des énormes cellules. Nous sommes des organismes multicellulaires avec plus qu'une cellule. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste une cellule qui est énorme? Pourquoi est-ce que les organismes unicellulaires ne sont pas aussi gros que nous? La raison, c'est essentiellement les mathématiques. Alors, à mesure qu'une cellule grandit, le volume du cytoplasme, n'oublie pas que le cytoplasme, c'est cette substance gélatineuse qu'on avait discuté dans la dernière présentation. Et cet cytoplasme, le volume du cytoplasme va augmenter plus rapidement que la surface de la cellule. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est parce que les cellules ont besoin des choses pour fonctionner. Ils ont besoin des nutriments, de l'eau, de gaz. Ils doivent aussi être capables d'excréter les déchets. Et il y a 2 choses ici. La seule façon que les substances peuvent entrer ou sortir de la cellule, c'est à travers la membrane cellulaire. Alors, si c'est très loin, disons, si on a une cellule qui est énorme et la membrane est très, très loin de, disons, le milieu de la cellule, ça prend beaucoup de temps pour rendre à la membrane ou bien pour aller de la membrane à l'endroit désiré, à la destination. Surtout parce que une fois que
une substance traverse la membrane cellulaire, la seule façon qu'il est capable de se déplacer, c'est avec la diffusion. La diffusion, c'est passif, ce n'est pas actif, c'est quelque chose, c'est un processus qu'on va discuter dans quelques instants, qui est un processus passif. Donc, c'est pas comme, disons, les molécules de l'oxygène ont des pattes ou bien des bras, ils sont capables de nager dans le cytoplasme. Non, ils doivent attendre le processus de la diffusion. Et la diffusion, c'est ça. C'est un mouvement de particules d'une zone de concentration plus élevée vers une zone de concentration plus faible. Alors, si tu prends l'image qui est ici, imagine que tu as une tasse de l'eau. Et dans ta tasse, tu mets le colorant alimentaire, okay? Food coloring. Tu mets quelques gouttes là-dedans de colorant bleu, disons. Okay? Ce que tu vas voir, c'est ce qu'on voit ici. Alors, tu vas voir que les gouttes commencent à se propager, à se diffuser dans l'eau. Et si tu laisses ta tasse seule, éventuellement, la tasse au complet va devenir bleue. On est capable d'aider le processus en agitant l'eau pour que l'eau dans la tasse devienne bleue plus rapidement. Mais si on le laisse seul, si on attend le processus de la diffusion d'arriver comme ça devrait arriver, ça va éventuellement produire une tasse qui est complètement bleue. Alors, même chose ici, c'est juste une autre façon de voir. Alors ici, on a certaines particules qui ont été mises là d'une façon ou d'une autre, et ils sont tous ensemble, et peu à peu, ils vont se séparer, ils vont se diffuser dans l'eau pour arriver à quelque chose qui est ça, comme ça. L'idée ici, c'est qu'on va atteindre un certain équilibre autour dans la tasse, okay, au complet. Et ça, c'est la diffusion. Alors, la diffusion, c'est le mouvement des particules, c'est passif, et éventuellement, on tente d'arriver à un certain équilibre. Comme vous pouvez imaginer, ce n'est pas facile, ça n'arrive pas très rapidement. Alors, si tu as une cellule qui est immense et tu attends que les matériaux essentiels s'en viennent de la façon de diffusion et la cellule est énorme, ça va presque jamais arriver. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de différentes cellules. C'est pour ça qu'une cellule a une certaine taille maximale. C'est à cause de la diffusion. Aussi, ici, on parle de l'osmose, qui est aussi important dans la discussion. Alors, l'osmose, c'est un cas particulier de la diffusion. C'est le mouvement de l'eau à travers une membrane semi-perméable vers une zone de concentration plus élevée en soluté. OK? Alors, ici, imagine que tu as, ça, c'est la membrane semi-perméable. Et n'oublie pas que la membrane cellulaire est elle-même semi-perméable, ce qui veut dire que l'eau est capable de passer des deux côtés assez facilement. Alors ici, cet côté de la membrane, on a une concentration élevée du sucre. Okay? Alors, on a l'eau, mais on a aussi beaucoup de sucre. Et cette eau qui est là veut aller vers la zone qui est en haute en concentration de soluté, haut en sucre. Donc, ça va passer d'ici à là. Et ce que tu vas voir, ce qui est le résultat, c'est que tu vas voir que l'eau va quitter cette côté de la membrane pour aller vers cette côté et on va atteindre un peu plus, on va aller vers, d'une façon, un équilibre comme auparavant. Quelques termes importants pour l'osmose. OK. Et si vous décidez de faire la question avec l'œuf, ça va entrer dans la discussion. Alors, tu as hypotonique, hypertonique et isotonique. Ce sont trois mots importants et ça décrit la concentration des solutés dans la solution en question. Une façon assez facile ou rapide de vous rappeler, c'est quoi? Si tu penses hyper, les molécules d'eau tentent de s'échapper vers
la solution d'autres concentrations. Alors, dans chacun de ces images, on a les globules rouges qui sont mis dans des différentes solutions. Alors, la première solution, c'est hypertonique. Alors, ça veut dire qu'on a mis des globules rouges dans une solution qui a beaucoup de soluté là-dedans. Et ce qui va arriver, vous voyez ici, c'est que l'eau va quitter la cellule vers la solution hypertonique, ce qui va amener à essentiellement l'écrasement de cette cellule. Ici, tu as une solution isotonique. Isotonique veut dire la même, alors même concentration de soluté à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Et donc, l'eau passe des deux directions assez facilement. Hypotonique, c'est quand il y a plus de soluté dans la cellule qu'il y a dans la solution. Alors, la solution a moins de soluté. Et donc, l'eau vient chez la cellule. Ça va entrer dans la cellule parce que la cellule a plus de soluté que la solution à l'extérieur de la cellule et ça peut fait gonfler les différentes cellules. OK, voici une vidéo sur la diffusion et l'osmose. On ne va pas la regarder ensemble. Il y a le lien, j'ai mis le lien sur l'horaire de la semaine. Si vous pensez que vous avez besoin d'un autre rappel un peu plus au sujet de la diffusion et de l'osmose, je suggère fortement que vous allez regarder cette vidéo. Alors, l'essentiel, c'est quoi la différence entre ces deux choses de la diffusion et de l'osmose? Alors, la diffusion, c'est, on parle des molécules essentielles qui se déplacent au sein de la cellule par diffusion. Et la diffusion peut produire dans les gaz et dans les liquides. Un exemple qui est plus ou moins les gaz, mais je pense que ça va vous faire comprendre un peu plus, c'est si jamais vous entrez dans une salle, il y a quelqu'un qui vient de se vaporiser avec de la parfum, tu vas observer que ça sent très fortement chez la personne. Qui est proche de la personne, ça va sentir beaucoup de la parfum. Mais après quelques moments, après quelques minutes, tu vas observer que toute la salle sent de la parfum, mais c'est moins fort. Et ça, c'est à cause de la diffusion. Okay? Et l'osmose, quand on parle dans la vie des cellules, c'est le fait que l'eau sort et entre des cellules par l'osmose, OK? Et donc, vers une autre concentration de soluté. Et l'osmose peut seulement se produire dans les liquides. Maintenant, vous avez deux diapositives qui vous démontrent des devoirs. Je ne vais pas vous lire, OK, mais c'est à vous de répondre à ces questions. Je vais faire une autre vidéo où je réponds aux questions. Et vous pouvez vérifier vos réponses. Alors, vous avez deux questions ici que moi j'ai développées, puis il y a quelques questions qui viennent du manuel et j'ai aussi inclus un lien au questionnaire de Allo Prof. OK, alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, mettez un commentaire sur Google Classroom. Je suis là pour vous. À bientôt.